Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Excusez-nous de ces problèmes techniques, c'est aussi les aléas du direct. On continue, bien évidemment, notre série des ramadanesques de l'A2G organisée conjointement par la SMSM, la Société marocaine des sciences médicales et l'Alliance euro-marocaine de gériatrie et de gérontologie. Après les deux premières parties qui ont connu une grande réussite, je dirais, qui a dépassé les frontières. Donc, on s'inscrit dans cette continuité avec une nouvelle édition, cette fois-ci intitulée Les cancers, la santé mentale et les maladies auto-immunes et leur lien avec, bien sûr, le mois sacré du Ramadan. Je tiens euh, en introduction à remercier pour notre président de la Société marocaine des sciences médicales, Moulay Saïd Afif, malgré ses engagements, il est présent avec nous pour le mot d'ouverture et aussi Madame la consul, Madame Bkali Nada, qui est présente avec nous depuis sa voiture, donc qui a toujours été engagée, qui a toujours tenu ses engagements malgré ses impératifs. Donc, elle est présente avec nous. Un grand merci aux orateurs qui ont dit oui. Je pense à professeur Alaoui Fatem Zahra, qui a toujours été présente et a toujours soutenu les causes nobles. Et je dirais la cause gériatrie, c'est une priorité. Je tiens à dire que professeur Alaoui, c'est la seule doyenne de la faculté de médecine au Maroc, dans notre belle ville, Lyon. Je remercie professeur Unaib qui va nous rejoindre dans quelques minutes et aussi je remercie docteur Nargis Barrada qui sera avec nous. Donc je vais rapidement donner la parole à docteur Olshgar qui va introduire Monsieur Moulay Saïd Afif, le président de la Société marocaine des sciences médicales. Et merci infiniment d'être parmi nous, Moulay Saïd Afif. Merci beaucoup. À remercier en votre nom et au nom de tout le bureau la société, l'Alliance euro-marocaine de gériatrie et de gérontologie parce que nous avons signé une convention et nous l'avons mise sur le terrain et c'est dont on a besoin dans notre pays, à savoir la bonne gouvernance et ce que nous avons fait est un bon exemple de cette efficacité sur le terrain. Et puis, je vous félicite pour le choix des thèmes. Et le dernier thème, non pas les moindres, il parle entre autres de la santé mentale. Et vous savez que dans notre pays, le Royaume du Maroc, il y a une importance donnée par Sa Majesté, par l'ensemble du ministère pour cette santé mentale. On témoigne l'inauguration il y a une semaine d'un centre par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Et donc, nous nous inscrivons dans cette refonte et nous avons besoin de tout le monde. Et vous le savez, il y a eu le discours d'août de Sa Majesté qui a parlé des compétences marocaines à l'étranger, dont vous faites partie, c'est l'Aïmadi. On a besoin de ces compétences, soit ceux qui vont revenir pour travailler dans leur pays ou ceux qui vont, comme ce que vous faites, qui vont venir pour la formation médicale continue et pour les caravanes, pour tout, parce que un Marocain, là où il reste toujours marocain, attaché à son pays, et on l'a vu. Et alhamdoulilah, on a des compétences qui sont à l'étranger et qui travaillent pour leur pays. Et on tient à remercier tous les Marocains, les médecins marocains qui sont à l'étranger et qui travaillent soit dans la formation continue, soit ils viennent pour travailler dans leur pays et soigner les citoyens marocains. Et je tiens à remercier aussi, et ça témoigne aussi de l'implication de l'ensemble
des acteurs dans notre pays, de l'ensemble du gouvernement, entre autres le ministère des Affaires étrangères qui fait un travail très important, et je salue la présence parmi nous de Madame la consul générale du Maroc à Paris. Et ça aussi, ça témoigne que tout le monde maintenant est conscient de ce que peut apporter la santé, que la santé n'est pas seulement un secteur de consommation, un secteur social, mais c'est aussi un secteur productif. Et là au Maroc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. À l'ouverture du Parlement, il va y avoir l'accélération pour la mise en place de la loi 06-22 qui apporte beaucoup de choses, une haute autorité de santé, une agence du médicament, une agence du sang et de ses dérivés, et surtout une reconnaissance matérielle et morale pour le personnel de santé, médecins et paramédicaux. Et c'est grâce à cet ensemble de personnel médical que nous avons pu nous en sortir de la pandémie avec le minimum de pertes, même si chaque perte de citoyens marocains est une perte pour le pays, mais il faut dire que nous avons un taux de mortalité de 1,3% alors que la moyenne est de 2%, et nous avons un taux de guérison qui dépasse les 98%. Donc, nous sommes liés avec la 2G, et je crois que c'est de bon augure pour d'autres conventions. Merci en tout cas, et félicitations et bonne continuation. Et merci aussi à Madame la Consul de sa présence. Merci infiniment, Monsieur le Président, Moulay Saïd Afif. Merci surtout pour votre engagement que je qualifie d'engagement citoyen patriotique dont les échos dépassent les frontières. Merci infiniment, et merci pour cette confiance à l'égard des Marocains du monde à travers l'entité de la 2G. Comme on dit chez nous, on n'est que de bon augure, et j'espère que le meilleur à venir. Donc, je vais donner la parole à une dame que je qualifie une grande dame, Madame la Consul générale de Paris. En fait, c'est le genre de personne, comme je dis, qui a réconcilié les citoyens avec l'administration, si je peux le dire comme ça. En fait, c'est une dame qui a aussi été très, très présente pendant la crise Covid. Donc, elle a été sur le terrain. Donc, elle a toujours aussi on va dire, soutenu les grandes causes nobles. Donc, je pense que les passerelles aujourd'hui, la réconciliation entre l'administration et les citoyens, elle est plus que jamais solide aujourd'hui à travers des personnes comme Madame El-Bqali, que je remercie infiniment. Elle a aussi été partenaire avec nous lors d'un grand colloque à Paris, qui était un colloque international organisé en collaboration avec le CIRI, présidé par professeur Marazeka, ici présent, et professeur Alaoui Fatem Zahra, qui était aussi présente, qui a fait le déplacement depuis Lyon, où elle a connu une convention, la signature aussi d'une convention historique avec la faculté de médecine de Lyon dans l'enceinte d'une université française. Donc, à vous la parole, Madame Bqali, et mille merci, et encore désolé vous répondez toujours oui, mais je vous connais, mais vous êtes depuis votre voiture entre deux réunions. À vous la parole, Madame Bqali. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Ramadan Moubarak, c'est toujours un plaisir, Ayman, tu le sais. Je suis très heureuse, très honorée d'être présente avec vous dans ce webinaire, et c'est vraiment un honneur d'être avec des personnalités, Monsieur le Président de la SMSM et Madame Alaoui que je connais, et puis tous les autres intervenants, c'est Marazeka aussi. Je tiens à te féliciter, Ayman, pour l'organisation au-delà de la 2G qu'on ne présente plus et qu'on ne
et c'est vraiment quelque chose qui a dépassé, je pense, toutes les espérances. Mais je tiens vraiment à te féliciter pour tout le travail que tu fais, que ce soit ici en France, hein, on le voit, comme tu as dit, tout le travail que tu avais fait du temps du Covid et tout le soutien, toute la présence. Vous étiez vraiment très présent ici avec nous au consulat. Vous nous aviez beaucoup soutenus pour les Marocains qui étaient. On a trouvé en vous des soutiens, des relais par rapport aux personnes qui étaient malades. Donc, c'est aussi un volet social que vous faites et que vous continuez à faire. Bien sûr, il y a tout le travail de transfert de compétences que vous faites par rapport au Maroc, avec les signatures de ces accords, avec toutes ces ouvertures de formation pour la gériatrie au Maroc, la formation des aidants, qui est un sujet très, très important aussi. Vous savez, vous connaissez tous l'intérêt que porte Sa Majesté à nos MRE, tous nos citoyens résidant à l'étranger, les personnes âgées font partie de ces MRE. Ils font même partie des personnes à qui Sa Majesté donne un intérêt tout particulier. On le voit par la multiplication d'actions, de conférences à leur égard. Et ce que vous faites en tant que A2G avec la SMSM, voilà, la Société marocaine des sciences de médecine, où il y a ce transfert de compétences et cette dynamique qui est en train d'être créée aussi au Maroc. Donc voilà, je te remercie énormément pour m'avoir invité aujourd'hui. C'est vraiment un honneur pour moi. Vous savez que nous, en tant que consul, on est là pour vous soutenir, pour vous aider. Alors c'est c'est vraiment Ramadan déjà, c'est compliqué, on le sait avec la maladie. Vous abordez des sujets très importants et vous osez parler des personnes âgées pendant le Ramadan et surtout leur santé mentale, c'est très important. Donc je vous félicite pour tous ces sujets qui sont très sensibles. Et je reste à votre écoute. Je suis là. Je suis en attente d'écouter et d'entendre ce que vous allez, vous, spécialistes, dire à ce sujet. Et merci beaucoup, Ahmed, pour l'invitation. Merci infiniment, Madame Bkali. Vous savez tout le respect qu'on vous doit et toute la gratitude à travers tous vos soutiens. Il faut dire aussi que l'A2G, derrière, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de professionnels, beaucoup de médecins, beaucoup de Marocains tout court qui portent la cause de servir nos seniors entre les deux rives. Donc, il y a certes un porte-parole qui s'appelle le Hafidi Imad, mais sachez que le Hafidi Imad n'existe pas sans ces personnes qui me soutiennent des deux rives au Maroc. Et alhamdoulilah, j'ai des personnes qui travaillent pour des causes nobles et on a des ambassadeurs de l'A2G au Maroc, on a des ambassadeurs en France, un peu partout en Europe et je tiens quand même à le dire parce que autrement, je sens à toutes ces personnes qui m'ont désigné comme président de cette grande entité. Donc, mille merci, Madame Bkali. Vous pouvez bien sûr suivre le webinaire et où vous pouvez la voiture, mais il faut arrêter le micro, plutôt la caméra pour voir. On passe, on a peur pour vous. Donc, on va commencer tout de suite ramadanesque. Je remercie encore une fois Monsieur Moulay Saïd Afif pour son mot d'ouverture et Madame Bkali et à la pour commencer officiellement les ramadanesques de l'A2G, 3e édition. Donc, je tiens à vous rassurer que, parce que même Monsieur Moulay Saïd Afif en a parlé, professeur Ounaïb, il a pu se connecter, elle est avec nous, parce que tout le monde a parlé de la santé mentale, qui est un axe prioritaire dans notre Maroc et aussi dans les directives royales. Donc, Madame Oujgar, si elle est avec nous, je lui donne la parole. Donc, vous pouvez, à vous la parole, Madame Oujgar, pour introduire professeur Alaoui. Merci, Dr Imad. Je tiens à remercier Monsieur le Président Moulay Saïd Afif et Madame Bkali, le consul général, pour les mots d'ouverture qui c'était vraiment intéressant et dans le but du sujet. La santé mentale, il fait partie de la santé comme elle a été définie par l'OMS, santé physique, mentale, bien sûr, sociale. C'est un sujet très intéressant et qui touche de près la société marocaine.
Et je passe pour ne pas trop tarder parce qu'on est le mois de Ramadan. Le discours et les participants. On va commencer par notre professeur dont j'ai fait la connaissance pendant le congrès de la Société marocaine des sciences médicales dernier. Il nous fait honneur et qu'on aime toujours entendre. Notre professeur est doyen de la faculté de médecine de l'Ayoun. C'est un honneur pour la femme marocaine. C'est médecin interniste. Bien sûr, il connaît bien sûr la gériatrie et la problématique des sujets âgés. Je lui donne la parole parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Merci, cher ami. D'abord, je vous souhaite un très bon Ramadan, très bonne fin de Ramadan, disons. Je remercie Dr Ahmed qui m'a toujours inclus dans ces manifestations de la 2G avec laquelle on est partenaire et on va faire de belles choses, Inch'Allah, ici à Laayoune. Merci à Moulay Saïd Afif pour son mot d'ouverture. La SMSM, vraiment, c'est le chapeau de toutes les manifestations scientifiques au niveau du Maroc. Et j'apprécie beaucoup cette convention que vous avez faite entre la 2G et la SMSM. Je pense que c'était vraiment très important de la faire. Alors, concernant donc notre thème sur l'impact du jeûne sur les maladies auto-immunes. Alors, si je peux bien dire, côté gériatrie déjà, un sujet âgé qui jeûne, qui a une maladie auto-immune, ça ne sonne pas très bien. En général, ce sont des maladies qui nécessitent une thérapeutique plus ou moins lourde. Quand je dis plus ou moins lourde, c'est une corticothérapie avec un traitement immunosuppresseur. Et donc, côté gériatrie, personnellement, je ne serais pas très encline pour continuer un jeûne ou, disons, prescrire un jeûne chez le sujet âgé. Parce qu'il y a cet hypercatabolisme protéinique qui est encore beaucoup plus accentué chez le sujet âgé, déjà sans jeûne. Ensuite, avec la thérapeutique, avec la maladie elle-même, ce n'est pas vraiment une indication, disons, qui va permettre d'améliorer le patient. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites entre jeûne et maladie auto-immune avec très peu d'évidence-based medicine. D'ailleurs, dans toute cette thérapie parallèle, disons, l'évidence-based medicine est toujours mise de côté puisque les firmes pharmaceutiques ne subventionnent pas ce type d'études. Donc, c'est pour ça qu'on n'avance pas beaucoup. Ceci étant, donc, côté sujet âgé, je ne conseillerais pas le jeûne chez des sujets âgés ayant une maladie auto-immune, une maladie inflammatoire chronique. Par contre, en dehors de ce créneau-là, chez les sujets jeunes qui sont l'apanage des maladies auto-immunes, qu'on voit souvent chez les femmes jeunes, disons, en 30, 40, maximum 50 ans, donc qui ont des maladies chroniques. On peut en citer plusieurs, mais celle qui me vient tout de suite à l'idée, c'est la polyarthrite rhumatoïde, qui est parmi les plus fréquentes des maladies auto-immunes du rhumatisme inflammatoire chronique, chez qui on a remarqué, même dans notre pratique courante de consultation, l'amélioration des atteintes articulaires au cours du mois de Ramadan. Et ça, beaucoup de patientes nous en parlent, effectivement. On avait même remarqué une meilleure réponse thérapeutique au cours de ce mois sacré de Ramadan. Alors, concernant donc le jeûne pourrait être bénéfique dans ce genre de pathologie. Chez le sujet jeune, hein, on le dit, on le redit, dans ce type de maladie auto-immune à tropisme articulaire, et le chef de file étant la polyarthrite rhumatoïde, il pourrait y avoir une régression des poussées articulaires chez ce type de malade. Alors, ceci étant,
On a remarqué aussi qu'à l'arrêt du jeûne, c'est-à-dire juste après le mois de Ramadan, il y avait des poussées évolutives très importantes chez ces patientes qui portaient et qui avaient une polyarthrite rhumatoïde. Donc, le jeûne, oui, peut-être un jeûne beaucoup plus intermittent, peut-être au cours du mois de Ramadan, effectivement, il y a une diminution des rechutes, une diminution des poussées chez ce type de patientes qui ont des atteintes articulaires inflammatoires, mais il faut faire gaffe qu'après, juste après la reprise d'une alimentation, disons, normale, il faut craindre qu'il puisse y avoir quelques rechutes au début. Alors, quand on a l'habitude, il y a parfois des ajustements thérapeutiques qui sont faits, etc. Dans les autres maladies, d'autres maladies auto-immunes, telles que le lupus ou d'autres maladies un peu plus sévères, disons, où le point d'impact n'est pas articulaire, il est beaucoup cutané, il est beaucoup plus, disons, viscéral. Là, on ne peut pas dire que le jeûne pourrait avoir un effet bénéfique. Pourquoi? Parce que déjà, les thérapeutiques, au niveau thérapeutique, il y a disons, des horaires bien spécifiques, surtout pour la corticothérapie. En général, quand il y a des maladies graves auto-immunes, notamment dans le lupus, il y a des doses importantes de corticoïdes qui sont données, sauf quand on est dans un traitement d'entretien, et encore. Et donc là, franchement, on agit au cas par cas. On ne peut pas dire à tout le monde, allez, ne jeûnez pas, c'est pas possible, etc. À partir d'une dose quand même assez importante de corticothérapie, il vaut mieux respecter quand même le cycle nictéméral et que les gens puissent prendre leur traitement à temps. Le problème qui se pose, c'est que quand il y a des thérapeutiques qui sont prises en deux fois, par exemple, quand l'inflammation n'est pas très bien contrôlée, on peut scinder en deux fois, par exemple, la prise de corticoïdes sur la journée. Et quand la patiente jeûne, ou le patient jeûne, eh bien, il délaisse une prise au cours de la journée, c'est ce qui lui donne des poussées et des rechutes donc en fin de soirée, et ça c'est mauvais, ça dérègle un petit peu la prise en charge thérapeutique de ces maladies chroniques. Donc voilà un petit peu le dilemme dans lequel on est. Quand on lit un petit peu la revue Tout Venant, on trouve qu'il y a des effets bénéfiques parce que effectivement, sur le plan physiopathologique, il y a eu des études qui ont été faites et qui ont montré qu'il y avait une diminution de la production de cytokines pro-inflammatoires au cours du jeûne. Parce que l'alimentation, et surtout l'alimentation actuelle qui est très oxydante, qui est, disons, très pro-inflammatoire, va susciter des phénomènes d'inflammation de bas grade, qu'on appelle d'inflammation chronique de bas grade, qui sont le lit d'une activation de l'auto-immunité. Ça, c'est réel. À côté de ça, quand on soumet des animaux à un jeûne prolongé, eh bien, il se passe qu'il y a une diminution de cette libération des cytokines pro-inflammatoires, dont certaines qu'on connaît très bien, l'interleukine 6, l'interleukine 1, le TNF-alpha. Et ces cytokines sont sécrétées par des monocytes qui sont des cellules chefs de file dans l'inflammation chronique. Ces monocytes-là, on avait remarqué qu'au cours du jeûne, leur taux est diminué chez l'animal auquel on soumet, qui est soumis au jeûne prolongé. Donc voilà un petit peu les données qui sont encore équivoques, mais en tant que praticienne, disons, devant un patient, toujours agir au cas par cas. Vraiment, c'est très, très personnalisé. On peut, pour la même maladie, pour la même dose de traitement, être
différent au niveau de la prise en charge ou au niveau du conseil, jeûner ou pas jeûner. Ça dépend de beaucoup de choses, de tares associées, de l'état corporel du patient. Un patient maigre, par exemple, avec en plus une maladie auto-immune, eh ben, va lui demander de jeûner, même s'il peut jeûner, avec une thérapeutique lourde et une maladie inflammatoire. Donc voilà, c'est vraiment agir au cas par cas. Voilà ce que je pourrais dire concernant le jeûne et l'association jeûne et maladies auto-immunes. Merci infiniment, cher ami Lalla Fatem Zahra, pour cet excellent exposé. Je pense que je peux vous laisser même des heures et des heures. Et en tout cas, les gros messages sont passés. Jeunes et personnes atteintes de maladies auto-immunes, c'est un grand nom. Risque de rechute. Vous avez tu as expliqué le lien aussi avec ces médiateurs de l'inflammation, le contexte d'hypercatabolisme. Donc, il y a un grand message. Donc, le message aussi, en plus, au-delà des professionnels de santé, c'est que l'entourage familial ou l'aidant familial doit inciter ou plutôt accompagner la personne âgée auprès du spécialiste, l'interniste entre autres, ou le médecin qui suit la maladie auto-immune, qui peut être aussi un rhumatologue ou autre spécialiste, pour expliquer les choses. Et les choses sont très claires au sens des recommandations scientifiques que vous avez citées. Donc, merci infiniment. Donc, s'il y a encore des questions, n'hésitera pas à revenir vers toi, Lalla Fatem Zahra. Et merci infiniment, surtout pour ta générosité. Je pense que tu es présente et sur les causes nobles et les personnes âgées, c'est une cause aussi qui te tient à cœur. Merci beaucoup, cher ami. Sans nous attarder, donc, je vais passer la parole à professeur Unaib Bouchra. C'est une éminente psychiatre donc, qui a aussi plusieurs fois intervenu sur des thématiques en lien avec la gériatrie et c'est son quotidien aussi. Professeur Unaib, c'est un professeur des universités à Oujda. Donc, les gens de Oujda, marhaba bikoum, je sais qu'il y en a pas mal avec nous. Je vois professeur Issa Wihia qui est présent de Oujda, c'est Aziz Basbas. Donc, on a aussi beaucoup de personnes depuis Oujda. Donc, la santé mentale, c'est un axe en termes de politique de santé publique chez nous au Maroc. Il l'a rappelé Moulay Saïd Afif lors de son mot d'introduction, pas plus d'il y a quelques jours. Le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, il a inauguré un centre de réhabilitation psychosociale à Casa. On a aussi j'ai eu la chance d'être présent, mais plutôt en distanciel, lors d'un colloque international organisé par l'ISPIT d'Oujda, où la santé mentale était un axe prioritaire. Donc de là, je tiens à remercier les professeurs de l'ISPIT d'Oujda d'avoir choisi cette thématique comme axe prioritaire. Donc à vous la parole, professeur Unaib, et merci infiniment d'être parmi nous. À vous la parole. Merci, monsieur Hafedi. Donc, en fait, je réitère mes remerciements pour m'avoir invité à participer à ce webinaire. Et je suis très ravie donc d'être avec vous, en fait, même à distance. En fait, quand on parle du Ramadan, la première des choses, c'est le jeûne, spiritualité, des pratiques religieuses, donc de la générosité, de solidarité, avec un climat familial quand même qui est totalement particulier et pas mal de manifestations de festivités. Donc, du coup, on va voir en fait l'impact de ces différents éléments sur la santé mentale donc de la population. Donc déjà, il existe pas mal de types de jeûnes intermittents. Il y a également différents types de jeûnes religieux, qu'ils soient chez les musulmans, chez les juifs et d'autres types de religions. En fait, le jeûne religieux n'est pas considéré comme une restriction alimentaire spécifique, mais en fait, c'est un outil en fait qui permet de renforcer la volonté de se rapprocher de Dieu, de purifier ses pensées et d'élever sa conscience. Donc, du coup, il y a tout un contexte particulier de ce type de jeûne. Et en fait, il y a pas mal de types de religions, notamment par exemple la religion musulmane, qui donnent des conseils sur les modifications du comportement et du régime alimentaire pour fortifier le corps, purifier l'esprit et élever la conscience. Donc, du coup, on va trouver pas mal des études qui parlent des différents types donc, du jeûne, qui sont des jeûnes intermittents, des jeûnes de 2 jours, en fait, des jeûnes thérapeutiques, des jeûnes différents types de religions. Donc, et il y a pas mal des études qui essayent d'expliquer quels soient les effets positifs ou négatifs du jeûne, surtout positifs sur la promotion de la santé mentale. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Que chez les sujets qui jeûnent, il y a une augmentation de la vigilance, une amélioration de l'humeur,
un sentiment subjectif du bien-être et parfois même un sentiment d'euphorie. Il y a augmentation également de la pleine conscience, du bien-être, donc avec une diminution du stress, de l'anxiété et de la fatigue. D'autres études, ils ont constaté une amélioration de l'estime de soi et un maintien d'état mental positif, avec une diminution également des niveaux de la tristesse et de la dépression, et suggère quand même qu'il peut améliorer le fonctionnement social donc de la population. Donc, il y a également des études qui sont concentrées sur l'impact du jeûne, surtout chez les patients qui ont des troubles psychiatriques. Par exemple, les études d'Azizi, toujours dans les cas de l'étude, donc qui évaluent l'impact du jeûne sur la santé mentale donc, des sujets. On a trouvé des études, donc, par exemple, Azizi qui a démontré donc, une diminution du stress chez les sujets qui jeûnent. Par contre, une étude qui a été faite au Maroc chez des patients qui ont des troubles psychiatriques, ils ont constaté le contraire, qu'il y a une augmentation du taux d'anxiété. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce type d'études? Ils ont recruté des patients avec troubles psychiatriques. Ils ont évalué l'anxiété une semaine avant le début du Ramadan, deuxième semaine après le début du Ramadan et une semaine après la fin du Ramadan. Donc, nota bene, l'étude marocaine s'est portée uniquement sur une vingtaine de patients, donc la taille d'échantillon n'était vraiment pas très concluante. Alors, d'autres études ont donc rapporté le contraire, que les jeûnes de courte durée peuvent augmenter les émotions négatives et diminuer les émotions positives et les vitalités. Des études donc, qui sont concentrées sur des jeûnes donc, qui durent 2 jours consécutifs, et ont constaté effectivement une baisse de l'humeur positive et une hausse de l'humeur négative chez ces patients-là. D'autres ont démontré donc aucune différence significative, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'impact. Donc d'accord, comment expliquer cette différence qui existe entre donc des résultats de ces différentes études? D'accord, donc maintenant on va expliquer par exemple les hypothèses possibles d'expliquer donc les résultats différents de ces études-là. Donc il y a des explications d'ordre neurobiologique et des explications d'ordre psychologique. Bon, les explications d'ordre neurobiologique, donc, ils ont constaté que suite à des sujets qui jeûnent, ils ont constaté des changements dans les neurotransmetteurs et la synthèse des facteurs neurotrophiques. Donc, le jeûne peut stimuler la neurogénèse et améliorer la plasticité sympathique, donc qui permet de réguler les sensations de la douleur, ça veut dire diminution de la sensation de la douleur, et améliorer les fonctions cognitives et surtout donc la capacité d'ensevelissement du cerveau. Donc, tout ça, c'est nos effets bénéfiques, donc qui est systématiquement associé à des changements dans les facteurs neurotrophiniques et les neurotransmetteurs. Surtout la libération de la sérotonine. Donc, quand on parle de la sérotonine, on parle donc neurotransmetteur du bonheur. Donc, qui sera donc libéré d'une manière qui est importante durant un jeûne qui est prolongé. Et ben, l'augmentation de la production de système sérotoninergique, systématiquement, ça va donner une augmentation, une élévation de l'humeur et une diminution donc de la sensibilité de la douleur. Donc également, il y a libération des opioïdes endogènes. Donc chez les patients qui ont jeûné, ils ont trouvé que les taux plasmatiques de bêta-endorphine chez cette population donc a augmenté d'une manière qui est très significative après. Également donc la libération de certains neuropeptides, donc le BDNF qui a contribué à l'amélioration de l'humeur. Donc, généralement, qu'est-ce que va donner le jeûne? C'est activer les mécanismes cellulaires spécifiques d'autoprotection et de résistance au stress et neutraliser les effets néfastes de l'augmentation des glucocorticoïdes et de catécholamine. Donc, d'où l'effet donc, de l'élévation de l'humeur et donc les capacités cognitives et l'augmentation de l'estime de soi qu'on a rencontré chez la population dans les études. Donc, si les explications données pour, en fait, peut-être qui pourraient expliquer les effets négatifs du jeûne, par exemple, en rapport avec la glycémie. Donc, il était constaté que lors de les hypoglycémies, il est associé à des niveaux d'anxiété importants et d'irritabilité. Donc, chez les personnes qui ont ce problème d'hypoglycémie, d'intolérance au glucose, il y a donc une association avec une mauvaise régulation de l'humeur et l'incapacité d'éliminer des émotions désagréables. Également, il y a d'autres explications, donc de libération, déplation de la leptine au cours du jeûne également. Et il y a l'activation donc du système neuro-endocrinien, donc qui est induit par le jeûne. Ça va donner des concentrations accrues de neuropinéphrine, donc dopamine et de cortisol dans les urines et le sérum de cette population qui jeûne. À côté donc de ces explications donc neurobiologiques, il y a des explications quand même psychologiques. Par exemple, chez les personnes qui ont des fortes croyances religieuses, là, systématiquement, on va avoir des effets positifs sur la santé physique. C'est la façon de voir, de percevoir les choses. Ça va aider également
Pardon? Oui, Continuez, ce qui est continuez. oui, d'accord. Donc, systématiquement chez les personnes qui accordent de l'importance à leurs croyances religieuses, donc va voir le jeûne comme une expérience qui est agréable. Au contraire, chez les personnes qui ont déjà des émotions négatives, vont voir donc le jeûne comme une expérience qui est totalement désagréable. Également, il y a le sentiment de maîtrise et du contrôle, le fait d'accomplir. Donc, par exemple, jeûner, ça veut dire arrêter de manger, de boire et de contrôler ce comportement. Donc, accomplir ces actes-là peut accroître le sentiment de maîtrise et de bien-être. Donc, ça concernant le chapitre du jeûne. Le chapitre le plus difficile, c'est la religion et la spiritualité. Donc, quand on veut faire des études concernant la religion et la spiritualité, c'est pas évident de le faire en psychiatrie. Déjà, il y a pas mal de croyances religieuses. Parfois, il y a un mélange entre les croyances religieuses et les croyances culturelles. La religion, c'est pas la spiritualité. Donc, du coup, il n'y a pas beaucoup des études qui traitent ce sujet-là. J'ai trouvé pas mal des études qui s'étaient faites en Iran. Donc, mais ce qui était démontré, il y a un rôle de la spiritualité et de la religion dans la santé mentale des sujets. Donc, par exemple, et qui pourrait être entré dans le cadre du modèle biopsychosocial de pas mal de pathologies. Donc, par exemple, il existe des preuves qui démontrent que des fortes croyances religieuses et un désir spirituel, la prière et les cultes ont des effets positifs sur la santé physique et mentale de la personne, et même l'acceptation de pas mal de maladies. Donc, moi, j'ai trouvé des résultats qui sont différents. Par exemple, les études de Patel, ils ont dit qu'il n'y a pas de relation entre la religiosité et la santé mentale. D'autres, ils ont attribué qu'il y a une meilleure santé mentale et une diminution du stress chez les patients, chez les sujets qui ont des croyances religieuses profondes. Pas mal des études qui étaient faites en Iran, elles ont montré qu'il y a une évidence, qu'il y a une corrélation positive et significative entre la religion, l'amélioration de la santé et la diminution de troubles psychiatriques. Au contraire, et certaines études démontraient qu'il y a certaines personnes, surtout dans certaines pathologies psychiatriques, on va trouver également chez cette personne-là des croyances religieuses. Par exemple, chez nous, chez les patients schizophrènes, quand ils délirent, il va parler de Mehdi Montadar, du prophète et des choses comme ça. Mais grosso modo, donc la confiance en Dieu, la lecture, l'écoute du Coran, la participation des rituels répétitifs, par exemple la prière, nous ont tous des relations positives avec la diminution de la dépression, de l'anxiété et du stress et l'amélioration de la qualité de vie des individus. Ce que je veux dire, c'est pas que les gens qui ont des croyances religieuses ne pas avoir des troubles psychiatriques. Non, c'est possible d'avoir des troubles psychiatriques, mais quand même, ils ont des composantes qui vont les aider. Certes, dans certaines situations, ça peut aggraver, par exemple, le cas de troubles obsessionnels compulsifs. Des personnes qui ont déjà des croyances religieuses profondes et qui a des doutes, qui n'a pas accompli les choses de la bonne manière, par exemple les ablutions, elle risque de répéter les choses et aggraver son trouble obsessionnel compulsif. Concernant donc Ramadan et les patients avec troubles psychiatriques, je parle de ma propre expérience. On ne constate pas une augmentation de l'hospitalisation durant le mois de Ramadan, au contraire, une diminution de l'hospitalisation, une diminution du nombre de consultations. Donc, déjà, la famille n'est pas libre et également, donc, elle ne ramène pas le patient à l'hospitalisation. Donc, du coup, on ne peut pas dire que Ramadan, ça entraîne une rechute, augmentation de la rechute des patients. Sachant qu'il y a une perturbation de cycle nectéméral chez ces patients, chez nos patients, par les rituels du Ramadan. Mais en fait, généralement, c'est grosso modo pour les patients dépressifs et anxieux, on ne le reçoit pas beaucoup, généralement, durant donc ce mois sacré. Et c'est tout ce que je voulais dire et je vous remercie infiniment pour votre invitation. Merci infiniment, professeur Oneib, pour je dirais, ce magnifique exposé. On a envie d'écouter un peu plus. on va dire on reste sur la fin, mais c'est pas qu'une fin. Je fais l'homonyme fin en soi parce qu'on peut toujours, on va dire, exposer un peu plus. Donc, surtout, moi, j'ai beaucoup apprécié. Il y a pas mal de questions, mais je vous demande, professeur Anneb, d'attendre un petit peu à la fin, comme ça, c'est pour les interactions avec l'audience, peut-être une ou deux questions. Mais c'est vrai, effectivement, pour cet aspect que je qualifie d'aspect spirituel, voire même ethnopsychologique et culturel, et il est très intimement lié à la santé, et entre autres la santé mentale. C'est une thématique aussi qui est un axe prioritaire dans les travaux que fait la 2G, notamment avec des experts, et je pense à professeur Mrezeka, qui est un expert aussi d'ingénierie culturelle dans tout ce qui est philosophie, religion, et il enseigne
aussi au sein de notre diplôme. Donc, merci infiniment, professeur Onaïb. Je passe la parole à ma collègue, docteur Ourshgal. C'est elle avec nous Oui, 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 je suis là. Oui, pour merci. introduire. C'était très intéressant comme présentation, Madame Onaïb. Vous avez bien respecté le temps imparti. Je pense qu'on va passer actuellement à la présentation de Dr Brada Nargis, dont j'ai côtoyé dans un cas de famille. Je la remercie pour tout ce qu'il a fait ce qu'il fait pour les malades, la façon avec laquelle il les aborde. C'est un sujet très intéressant. Avoir une maladie cancéreuse, c'est pas facile ni pour le patient ni pour sa famille. Et pendant le mois de Ramadan, on trouve beaucoup de problèmes avec les gens qui essayent de faire du bien en jeûnant. Je vous donne la parole, Madame Barada, et je vous remercie pour votre participation. Merci beaucoup. Merci réellement pour ces mots très gentils. C'est pour moi un grand plaisir d'être parmi vous pour ces soirées ramadanesques. Je vais vous parler aujourd'hui du jeûne chez les patientes à la fois âgées et suivies pour un cancer. Donc, avant de commencer, je tiens à remercier l'association A2G, mais aussi la SMSM pour la coordination de ces journées. C'est une innovation et ça nous permet de nous retrouver entre nous pour discuter des sujets qui sont très intéressants et que nous, on voit tous les jours, aussi bien durant le Ramadan, mais au-delà du mois du Ramadan. Durant le mois du Ramadan, et chaque fois qu'on évoque ce mot, c'est quelque chose pour nous, Marocains, et spécialement pour les personnes les plus âgées, pour nos seigneurs, c'est le mois saint par excellence. Jeûner, ça relève à la fois du religieux, du social, du culturel. Donc, c'est tout un panel. Et dire à une sujet âgée de ne pas jeûner, ça peut être ressenti, ça peut être vu comme une désintégration sociale. C'est-à-dire qu'il va être la seule personne dans son entourage qui ne va pas vivre au rythme de la mosquée, au rythme du jeûne, la rupture du jeûne, tout un rituel qui est très important pour nous, Marocains. Mais au-delà de cet aspect culturel, au-delà de cet aspect spirituel, jeûner également est quelque chose qui est très à la mode en ce moment. C'est-à-dire, quand on va les regarder sur Internet, sur les réseaux sociaux, au niveau de la télévision, il y a un véritable engouement social, un engouement très croissant pour le jeûne, que ce soit à but thérapeutique ou pour perdre du poids. Ça concerne les différentes pathologies, le diabète, l'endocrinologie, les maladies rhumatismales, l'asthme, mais surtout et essentiellement le cancer. Donc, on va trouver un nombre de livres, régime cétogène contre le cancer, régime sans sucre pour tuer le cancer, différents régimes sans d'autres matières, et tout ça, il y a des livres, des vidéos sur Internet, des émissions. Et quand on va aller demander à tous ces différents patients suivis pour cancer, là, c'est une cohorte de patients qui regroupe près de 2700 patients. Avez-vous, oui ou non, pratiqué le jeûne durant votre vie? À peu près la moitié des patients ont jeûné à un moment ou à un autre. Ils ont jeûné parce que ça fait perdre du poids. Et pour les patients, perdre du poids, ça permet de mieux répondre au traitement, de plus guérir, mais aussi parce que ça a un impact positif sur la maladie. À peu près les 3/4 des patients questionnés pensent que jeûner va impacter positivement le pronostic et la guérison de ce cancer-là. Dans une autre enquête qui a été réalisée chez des patientes suivies pour un cancer du sein, on leur a demandé pour quelles raisons elles vont jeûner. Les raisons sortent les mêmes, c'est toujours les mêmes raisons. On va mieux tolérer le traitement, c'est-à-dire qu'on aura moins d'effets secondaires. La tumeur va mieux répondre à la chimiothérapie et la survie va s'augmenter. Et quand on va poser à ces patientes d'où elles ont eu cette information, là, on va retrouver qu'elle est très variable. Il y a à la fois les médecins traitants, les médecins de famille, les homéopathes, l'entourage, la famille, c'est-à-dire toutes les personnes normales qui sont à nos alentours. Et pour comprendre cet engouement pour le jeûne par rapport au cancer, il faut revenir au rationnel, à l'hypothèse de départ. Et cette hypothèse, qu'est-ce qu'elle dit? Elle est très, très simple. Elle dit, quand on va jeûner, on va faire une restriction alimentaire. C'est-à-dire qu'on va priver le corps des aliments. Les cellules cancéreuses étant les plus vulnérables et les plus faibles, c'est celles qui vont le plus mourir. Et donc, on va augmenter l'efficacité des traitements anticancéreux et on va diminuer
les effets secondaires de ces différents traitements. Mais cette hypothèse, elle vient des essais qui ont été faits chez la souris. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a aucune donnée scientifique chez l'humain qui démontre que jeûner, que ce soit un jeûne thérapeutique, une restriction hydrique, calorique, protéique ou autre, va entraîner une amélioration, une guérison du cancer. Toutes les observations qu'on a au jour d'aujourd'hui et sur laquelle est basée toute cette hypothèse, c'est des observations qui ont été faites chez la souris. Je dis bien la souris. Par contre, qu'est-ce que l'on sait? On sait que le jeûne peut entraîner une dénutrition et donc va aggraver l'état global de dénutrition qui est déjà présente avec la maladie et aussi de la sarcopénie. Et donc, quand on va aller regarder chez les patients normaux, c'est-à-dire les jeunes patients suivis pour différents cancers, on a à peu près 15 à 40% des patients qui vont être dénutris d'emblée au moment du diagnostic, avant que nous, on ne démarre notre traitement. Ce taux va augmenter à 80% pour les patients avec des cancers soit ORL, soit des cancers digestifs. Cette dénutrition, elle est due à un hypercatabolisme dû à la maladie, mais aussi à la perte de l'appétit et la modification du goût. Et puis, quand on va aller regarder chez les personnes de plus de 70 ans, le taux de dénutrition va augmenter jusqu'à 60%. Et cette dénutrition va être responsable de 5 à 25% des décès. Mais au-delà de ces décès, on aura également beaucoup de complications liées à cette dénutrition. C'est-à-dire, il y a le risque d'augmentation du risque d'infection nosocomiale, les complications post-opératoires, la mauvaise réponse au traitement, comment elle arrive. C'est-à-dire que le patient, il fait sa cure de chimiothérapie, il va jeûner entre-temps. Après la chimiothérapie, il y a une diminution des taux de neutrophils, des plaquettes, de l'hémoglobine, de l'immunité du patient. Avec le jeûne et avec la restriction, notamment protéique, le patient ne peut pas récupérer. Donc, on se retrouve avec des traitements toxiques et des délais entre cures de chimiothérapie non respectés. C'est-à-dire qu'on va, à la place de faire des intercures à des doses et à un rythme régulier, on aura des pertes de chance pour nos patients parce qu'on va aller décaler la cure en attendant que ses neutrophils, que son hémoglobine reprenne un taux normal. On aura également une majoration de certains effets indésirables, notamment les mucites et les nausées et les vomissements, alors qu'on sait que les patients doivent prendre des traitements antiémétiques à des rythmes réguliers, par exemple toutes les 6 heures ou toutes les 8 heures, et avec des périodes longues de jeûne, ce rythme régulier ne va pas être respecté. Donc, que disent les recommandations? Là, c'est des recommandations à la fois marocaine mais également internationale, c'est qu'un patient qui reçoit la chimiothérapie ne peut pas jeûner. Parce que le bénéfice éventuel apporté par ce jeûne va nous altérer le bénéfice de la chimio. Ça sera plus toxique, on va décaler notre cure et si on ne respecte pas le délai intercure, le bénéfice de la chimiothérapie peut devenir très très faible. Également, les patients sous radiothérapie, notamment radiothérapie ORL, parce qu'il y aura des mucites, ils doivent s'hydrater. La prostate, parce qu'il faut qu'ils boivent toute la journée, mais également les cancers digestifs comme le rectum, où il faut qu'il y ait une hydratation du corps. Par contre, un patient qui va être irradié pour une lésion au niveau de la peau, la main, la jambe, une radiothérapie pour le sein, ce patient-là, si son état général le permet, il peut jeûner sans problème. Il y a aussi tous les patients suivis pour cancer du sein, de la prostate, de l'endomètre qui vont recevoir une hormonothérapie seule. Là, la décision, elle est partagée entre le médecin et le patient. On tient en considération les effets secondaires des traitements, les comorbidités du patient, mais aussi la longueur de la journée. Est-ce qu'on est en train de jeûner au mois de février, janvier ou au mois d'août, où il est vraiment dangereux pour ces patients à cause de la déshydratation? Donc, c'est une discussion au cas par cas. Donc, je vais juste conclure en disant qu'il faut garder des bonnes habitudes au cours de chimiothérapie pour nos patients cancéreux, au cours de radiothérapie. Il faut qu'il y ait une hydratation correcte durant la journée, une alimentation équilibrée, aussi bien en protéines qu'en termes de végétaux et de différents aliments. Et attention, ne pas utiliser les compléments alimentaires, ça ne va pas aider à faire passer le jeûne, que ce soit pour les personnes cancéreuses, mais également pour les autres patients. Et je vous remercie. Merci, docteur Nargis.
pour cette présentation vraiment intéressante qui a fait le tour sur la question et la problématique du jeûne, surtout chez le sujet âgé et pendant le mois de Ramadan, qui, comme vous l'avez bien présenté au début, la problématique, c'est le problème de la région, de la spiritualité. واش انا مؤمن ولا كافر وانا في يمين الاخرى وعاد غنبدا ناكل رمضان. Ce sont des questions que les gens ils posent auxquelles on trouve un problème. C'est pour ça que je pense, normalement, si on peut avoir quelqu'un des habous et des ministères islamiques pour nous aider, pour mieux répondre à certaines questions. Parce que parfois, même si on essaye de leur dire, voilà, راك ربي عاطيك هذا الرخصة وخصك تستعملها, كيبقى الإنسان c'est un peu difficile. C'est une discussion un peu trop dure. اللي حنا بعض المرات on trouve pas, يعني on peut pas prendre la responsabilité. ولكن l'expliquer de façon scientifique et méthodique, c'est possible. Je sais que c'est un travail très dur. Vous passez. C'est pas facile de prendre en charge un sujet âgé et avec une maladie comme le cancer qui jusqu'à actuellement, il est mal perçu par la population, alors qu'on voit que la science est là, il y a des avancées, alhamdoulilah, et que beaucoup de gens, ils récupèrent. Et on peut mourir à l'âge de jeune sans avoir un cancer, et qu'on peut rester des années avec un cancer. Mais c'est un peu difficile à vivre. Merci docteur, merci à toutes les oratrices. Vous nous avez honorés. J'étais très heureuse d'avoir toutes les oratrices des femmes. Ça nous encourage. Tabarakallah alaykoum. Pour ne pas trop tarder, la seule chose que je veux dire, merci à vous tous et Eid Mubarak Saïd. Et je laisse la parole à M. Ahmed. Voilà. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Dr Ojgal. Merci, Nargis, pour ton excellent exposé. Donc maintenant, Dr Barada, elle est pour la deuxième année consécutive pour ces ramadanesques de l'ADG. Donc elle est victime de son succès. Merci infiniment. C'est une grande ambassadrice de l'ADG qui est très généreuse à tous les niveaux, surtout scientifiquement. Merci infiniment, cher ami. Effectivement, le cancer, comme on dit, c'est une maladie du grand âge. Il reste sur le podium des maladies les plus fréquentes, déjà à l'échelle mondiale. C'est l'une des 3 causes de mortalité avec les maladies cardiovasculaires et le diabète. Donc le cancer aussi au Maroc, c'est une maladie du grand âge avec un pays qui connaît une transition démographique fulgurante. Si je cite les plus de 70 ans, c'est plus 63% qui vont augmenter de plus de 63% à l'échelle 2030. Donc, je pense que nos amis et nos collègues oncologues auront beaucoup de travail avec cette population et je pense que le tandem gériatre-oncologue aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient évident, que c'est un travail déjà interdisciplinaire qui est très évident. Merci d'expliquer aussi que le cancer, les liens entre le jeûne et le cancer et surtout de nous rappeler les recommandations, les rappeler surtout à nos professionnels et bien évidemment le travail de sensibilisation doit continuer avec nos concitoyens, elle l'a dit Dr Loujder, avec tous les professionnels qui prêchent la bonne parole, les paroles scientifiques y compris. Voilà. Donc moi je vais profiter aussi de la présence de certaines personnes dans l'audience, mais je vais, avant de leur passer la parole, de reprendre quelques questions qui sont là, notamment je pense que peut-être professeur Alaoui a répondu à une des questions qui était à propos des corticoïdes. Je la pose pour que tout le monde puisse l'écouter. La question, elle est posée à professeur Alaoui Fatem Zara. Pour les patients sous corticoïdes, est-ce que le jeûne perturbe l'efficacité du traitement et l'évolution de la maladie chronique? Oui, Ahmed, donc j'ai répondu en disant qu'effectivement, la corticothérapie, son efficacité peut être changée par le jeûne. Et c'est pour ça que pour des doses un petit peu importantes, à partir de 20 mg jour d'une corticothérapie sur une cure prolongée, eh bien, il faudrait peut-être surseoir au jeûne. Pour des doses qui sont beaucoup plus minimes, 5-10 mg, on peut se permettre de prendre la dose, par exemple, juste avant le Fajr. D'accord, c'est clair. Merci beaucoup, Fatem Zara, pour cette question très claire. Il y a d'autres questions. Je profite aussi de la présence du professeur Unaib. Une des questions récurrentes, est-ce qu'un patient
atteint d'une maladie mentale sous traitement, quel qu'il soit, est-ce qu'il doit jeûner ou est-ce que l'entourage familial peut le laisser jeûner en allant déjà d'une simple dépression? Quelles pourraient aussi être les maladies pour lesquelles il ne faut pas du tout jeûner? Est-ce qu'il y a un lien? D'accord. En fait, il y a deux types de patients, les patients hospitalisés et les patients suivis en consultation. Donc, les patients hospitalisés, malheureusement, ils reçoivent des grandes doses de traitement. Donc, on doit respecter donc, la biodisponibilité du produit. Donc, ils sont obligés de ne pas jeûner. Et pour les patients, par exemple, en ambulatoire qui sont stables et qui ne sont pas sous de fortes doses de médicaments, donc, et l'âge leur permet de jeûner, ils peuvent jeûner sans aucun problème. Donc, c'est ce qu'on fait, par exemple, dans notre pratique quotidienne. Merci, c'est clair. Donc, on peut dire que les patients atteints d'une maladie mentale avec un traitement stabilisé peuvent jeûner. Et je pense que le message est passé. Donc, je continue à voir s'il y a d'autres questions. Sinon, on laissera la parole à une ou deux questions dans l'audience. Mais je profiterai quand même parce qu'on a quand même un professeur qui travaille depuis, je dirais, des années sur des thématiques. C'est professeur Mreziqa parce qu'il travaille énormément sur ces thématiques. Je vais lui donner la parole quelques minutes pour, je dirais, pas une question, mais je dirais s'il peut rajouter quelque chose. À toi la parole, cher ami et professeur Mreziqa, je profite quand même de ta présence sur ce webinaire. Tu peux activer le micro, s'il te plaît? Donc, pas plus de 3 minutes, 2-3 minutes pour compléter. Merci. Merci, cher Ahmed. Alors, d'abord, je te remercie pour ce travail de fond, d'information, de sensibilisation, auquel tu as rajouté une dimension qui est essentielle, c'est la formation. Donc, ces trois éléments sont essentiels pour approcher la personne âgée, qui est un cas singulier. Et il faut l'approcher non pas seulement par le biais de la science de la médecine et de ce qui est médical, mais aussi par d'autres disciplines, y compris, et nous avons la preuve ce soir avec ces interventions qui sont pertinentes des éminentes intervenantes, ils ont montré que l'approche scientifique est essentielle parce qu'il apporte des réponses médicales au niveau des soins, mais aussi le côté psychologique, ethnologique et culturel est important. Et j'insiste sur l'approche pluridisciplinaire. Il faut multiplier les approches pour essayer de comprendre comment fonctionne cette personne âgée. L'une des intervenantes, Madame Bleshgar, je crois, elle a sollicité le ministère des Habous et des Affaires islamiques. Bien entendu, il nous faut des gens versés dans le culturel, dans les affaires religieuses, pour expliquer les bienfaits du Ramadan, non seulement au niveau de ce qui est donc au-delà de ce qui est donc le rapport avec la religion, avec Dieu et avec, j'allais dire, la bonne pratique religieuse, mais ce que le Ramadan a aussi d'essentiel au niveau de la pratique sociale, de la pratique de tous les jours, de la pratique du comportement, pas uniquement solidaire, mais aussi cette pratique qui est une pratique facile. La religion musulmane est une religion du juste milieu. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit très, très clairement au Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans sa conduite, il y a un certain nombre de pratiques, d'actes qui montrent le côté civique, le côté citoyen, le côté facilité, le côté solidarité. Et il faut insister sur ces côtés-là pour dire que la religion musulmane est une religion de facilité. Il ne faut pas compliquer les choses. Il faut ouvrir son esprit. Je pense que la psychologue a parlé de ce rapport du malade à la religion pendant le mois sacré de Ramadan. C'est vrai qu'il y a des possibilités, d'ouverture qui permettent aux malades pendant ce mois de Ramadan de s'accrocher
a un certain nombre de croyances, de principes qui lui permettent de supporter, mais supporter mentalement et physiquement, ce n'est pas évident pour une personne âgée, surtout à un moment où sa maladie prend des formes diverses. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que ce travail que vous faites avec nos amis de la SMSM est essentiel. Ce partenariat n'est pas virtuel et n'est pas circonstanciel. Ce partenariat est essentiel dans la mesure où il permet d'échanger les idées, d'échanger les expériences, de voir comment, ici en Europe, on traite ce genre de problématiques, qui est des problèmes lourds, c'est des problèmes qui nécessitent des connaissances profondes, des connaissances plurielles qui font appel à différentes disciplines, et c'est cet apport pluridisciplinaire qui permet de couvrir la problématique dans son ensemble. Mais j'insiste aussi sur le fait qu'il faut aussi multiplier ce travail d'information et de sensibilisation, de solliciter les médias, de solliciter les acteurs de la société civile pour apporter ce message qui est un message donc d'information bien entendu. Et je rappelle que le travail qui a été fait, c'est un travail excellent d'information, de communication qui a été fait au niveau du cancer du sein a été bénéfique. Il a sensibilisé, il a informé, il a fait du bien au niveau donc de la circulation de l'information, mais aussi de la sensibilisation, ce qu'est une maladie qui est une maladie importante. Je reviens donc à l'importance de l'information, de la sensibilisation et à la pluralité au niveau des démarches et des disciplines sollicitées pour traiter ce type de problème. La personne âgée, j'insiste, est une bastille fermée. Pour la pénétrer, il faut absolument avoir non seulement de l'expertise médicale, mais de la doigté, de la générosité et aussi une façon de transmettre, Une personne âgée est sensible. Et sa sensibilité, elle est due à un certain nombre de facteurs. Je n'ai pas le temps de rentrer. Donc, il faut absolument que le médecin, que l'aidant familial, que l'acteur associatif qui vient le voir ou qui vient le visiter, essaye de comprendre cette sensibilité et de faire avec et de trouver les moyens d'approcher et de contourner la problématique pour mieux transmettre un certain nombre de choses qui sont donc bénéfiques pour la personne âgée. Voilà, très rapidement, j'ai abusé un petit peu, mais le problème est complexe et je vous remercie de m'avoir permis d'ajouter quelques éléments, ces informations qui sont partielles, mais qui peuvent aussi soulever un certain nombre de pistes de travail qui pourront peut-être apporter un plus à ce travail que vous faites au niveau de la médecine et de la science, qui est un travail essentiel, important, et je vous souhaite vraiment beaucoup de courage parce que ce n'est pas évident de faire ce travail de sensibilisation et d'information. Merci, Merci infiniment. Et c'est vrai que merci de rappeler ce travail, surtout pluridisciplinaire, et moi j'aime beaucoup le mot interdisciplinaire, c'est là où il y a l'interaction, et c'est là qu'on arrive à faire, ou plutôt à véhiculer les messages corrects avec les bonnes personnes. Donc, je rappelle que vous êtes doctorant en histoire, philosophe et aussi spécialiste en ingénierie culturelle. Donc, on vous invitera aussi prochainement pour un webinaire un peu parler de ces dimensions ethnopsychologiques et culturelles qui sont très importantes dans l'approche du sujet âgé. Donc, merci parce que j'ai vu aussi des commentaires, je lis celui du docteur Lahadi Bensor, où lui, il a, pourquoi pas aller jusqu'à prescrire l'interdiction du jeûne par le médecin en s'appuyant aussi sur
voilà, pour que le patient ne culpabilise pas. Donc, il faut l'ordonnance pour que le patient ne culpabilise pas, pour qu'il boive. Autrement, notre religion permet, grâce à l'aumône et aux prières, d'être une contrepartie aux jeûnes. Donc ça renvoie un peu à l'esprit même de travail qu'on a fait pour monter ces ramadanesques de G, cette pluridisciplinarité, parce que jusqu'à maintenant, il y a eu 3 parties. Donc, je remercie infiniment tous les intervenants de l'ensemble ces webinaires qui ont connu une grande réussite, et sont ces webinaires qui sont utiles. Je qualifie, c'est des webinaires aussi publics qui vont servir puisqu'ils sont enregistrés, ils sont mis sur le site de la SMSM et notamment dans celui de l'Alliance euro-marocaine de gériatrie et gérontologie. On va clôturer MSM. Un grand merci à Dr Roujgar qui m'a accompagné durant tout ce mois à l'animation, plutôt à la modération de ces ramadanesques. Un grand merci à tous les membres de l'A2G dont on est fiers de leur appartenance à cette entité, à cette société savante qui, en peu de temps, a réussi à rayonner un peu partout entre nos 2 rives. Je tiens à dire que les Marocains du monde qui sont tous unis par leur marocanité. Donc, on est notre roi, que Dieu le glorifie, pour dire que le Maroc, c'est une nation, c'est un roi, c'est un peuple. On a aujourd'hui un gisement humain entier de notre mère patrie en matière de développement, parce qu'on aime tous notre pays, on aime un pays prospère. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de montrer que cette alliance, parce qu'il porte bien son nom, l'Alliance euro-marocaine de gériatrie, a réussi avec la Société marocaine des sciences médicales, qui est la mère des sociétés savantes. Je rappelle que c'est la plus ancienne société savante au Maroc. Ils ont réussi cette mission dans les ramadanesques de l'A2G. Donc, on va vous dire à très bientôt. On va vous dire Ramadan, Mubarak Saïd. On va vous dire on va vous dire Allah yalqina fi sa'a ukhra. Donc, shukran jazilan. Je vais laisser un dernier mot. Moi, j'aime beaucoup de laisser un dernier mot aux femmes. Et cette fois-ci, ça sera avec Dr Roujgar, un dernier mot pour clôturer ces ramadanesques. ولكن ça sera pour l'année prochaine, Inch'Allah. Donc, à très bientôt. À vous la parole, cher ami, pour clôturer ces ramadanesques de l'A2G. Merci, Dr Imad. Merci à tous les oratrices et les orateurs. Merci à Madame le consul. Merci à Monsieur le Président. Merci à tous les participants qui ont bien voulu rester avec nous. Pour nous, c'est un devoir de travailler, d'essayer de faire de notre mieux. Je remercie aussi MG Maroc pour le lieu qui nous réserve pour faire le Zoom. Je remercie Hicham, notre technicien. Je remercie tous les participants qui ont bien voulu rester avec nous. Merci, parce que c'est grâce à eux qu'on peut travailler et progresser et donner de notre mieux. le رمضان شي شهر الحسنات وشهر البركات. كنتمنى على الله ان العمل ديالنا كامل يدوز ان شاء الله ويكون في ميزان حسناتنا اجمعين. كنتمنى لكم نهايه شهر كريم، ايام عشر فيها يقبل كل عملكم وكل دعواتكم، وكنتمنى لكم عيد مبارك سعيد. وكنوعدكم ان شاء الله grâce à notre partenariat avec A2G, on va essayer de répondre aux besoins de tous les médecins dans tous les domaines. Et Inch'Allah, on va faire de notre mieux pour répondre et être à la hauteur de ce que Sa Majesté attend de nous. Merci à vous tous. Allah yahfidkoum, Allah yjazikoum bi khair.